Depuis plusieurs semaines, Chasson.com va à la rencontre des têtes de liste dans le cadre des élections européennes. Après avoir interrogé Marion Maréchal, Willy Schran, Hélène Touy, Jordan Bardella, nous rencontrons aujourd'hui François-Xavier Bellamy. François-Xavier Bellamy, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste pour les Républicains dans le cadre des élections européennes et on souhaitait aujourd'hui vous interroger sur votre position sur le monde rural, le monde agricole et le monde de la chasse. Merci pour votre invitation. Avec plaisir. Il y a quelques mois, on a eu les agriculteurs dans la rue pendant de nombreuses semaines qui se sont manifestés. C'est quoi votre regard sur ce qui s'est passé à ce moment-là et qu'est-ce que l'Europe, qu'est-ce que la France devrait faire aujourd'hui pour aider les agriculteurs? Moi, je veux dire, je n'ai pas été surpris par cette révolte, parce que cette révolte, on l'entend et même on l'a dit depuis des années maintenant. Depuis que je suis arrivé au Parlement européen, je vois à quel point d'abord notre monde agricole, notre monde rural sont en difficulté profonde. Ils sont les grands oubliés des décisions politiques qui se prennent depuis Bruxelles, dans la bulle des institutions. Et en réalité, on aura combattu, ça aura été sans doute la première bataille de ce mandat, avec détermination, l'agenda de décroissance agricole qui était porté par la Commission européenne. C'est le projet tristement célèbre désormais sous le nom de Farm to Fork, de la ferme à la fourchette. Derrière cette expression poétique, il y avait en réalité un agenda pour faire baisser la production agricole en Europe de 10 à 15%. Et je crois qu'on aura été parmi les premiers à le dénoncer. J'avais eu l'occasion d'en parler dans une vidéo dès 2021 pour alerter l'opinion sur la gravité de ce qui se jouait. Avec Anne Sander, on s'est battu au Parlement européen. On a réussi à éviter certaines mesures qui sans doute étaient les pires. Je pense au gel de 10% de la surface agricole en Europe. Parce que oui, il y a des gens qui avaient imaginé imposer aux agriculteurs de geler 10% de toute la surface agricole utile au nom d'une vision complètement fantasmée de la nature. Vous savez, c'est l'idée qu'il faut que la nature redevienne naturelle. Donc il faut rendre des terres à la nature, il faut laisser la nature faire comme si, et moi c'est ce qui m'intéresse dans cette affaire, je suis prof de philo de métier, pardon de revenir du coup à ma passion, mais en fait c'est une vision très rousseauiste de la nature qui voudrait que le seul être vivant qui n'a pas le droit d'agir dans la nature, qui n'a pas le droit d'en vivre, c'est l'homme. C'est l'homme. Et Ouais. c'est celui qui est l'occasion de la dénaturation de tout. Et donc il faut le sortir de l'équation pour pouvoir retrouver une forme de nature naturelle. Et on retrouve ça sur beaucoup de sujets qu'on va évoquer, j'en suis sûr. Exactement, beaucoup de sujets et effectivement il y a les agriculteurs qui se sentent attaqués, mais il y a également il y a les chasseurs, il y a les pêcheurs, il y a ceux qui ont des traditions ancrées en France qui se font de plus en plus attaquer et ils ne se font pas forcément attaquer par la France, ils se font surtout attaquer par l'Europe. C'est quoi votre position par rapport à ça et qu'est-ce qui vous interpelle dans cette problématique d'attaque sur des traditions qui sont ancrées en France? Moi, je voudrais vous dire, je partage une conviction qui va peut-être pas faire plaisir à ceux qui nous regardent, mais que, à mon avis, on n'est qu'au début de ce combat. Parce que je pense qu'on n'a pas encore vu vraiment la réalité des attaques qui vont continuer de survenir. Euh, je le disais, j'étais prof de philo quand j'ai enseigné pendant plus de 10 ans. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est de voir avec mes élèves qu'aujourd'hui, le sujet le plus difficile à aborder, c'est celui de la différence entre l'homme et l'animal. Il y a quelque chose là qui est profondément ancré déjà par le travail qui a été fait sur le plan culturel, intellectuel, médiatique pendant des années. Quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, pour la génération qui vient, l'idée qu'il y a une différence entre l'homme et l'animal est une idée quasiment scandaleuse. Et en fait, la chasse et toutes ces traditions que vous évoquiez, la pêche, sont au cœur de ce défi, au cœur de ce débat. Euh, et je crois que paradoxalement, aujourd'hui, dans ces activités-là, on a besoin de retrouver le sens de ce qu'est la vie, le sens de ce qu'est la vie humaine et de ce qu'est la vie, en fait, la vie dans sa réalité naturelle. La vie, c'est aussi un rapport à la mort. Et c'est aussi un rapport à tout le règne du vivant qui est marqué par cette confrontation. Et c'est ce que rappelle la chasse, la pêche, ces traditions. Vous avez parlé de traditions. Moi, je crois qu'on ne connaît vraiment la nature que par le prisme de la culture. Et il faut des cultures, il faut de la culture pour nous apprendre à regarder la
la nature pour ce qu'elle est vraiment. Et alors, justement, par rapport à ça, vous, c'est quoi votre position? On a de plus en plus de modes de chasse qui sont attaqués en France et qui sont attaqués par l'Europe. Il y a encore 15 jours, suite à la décision du Conseil d'État, on a la chasse, des chasses traditionnelles qui vont être suspendues. Potentiellement, il y en aura d'autres derrière, et c'est ce que vous disiez par rapport à ça. Comment est-ce que les républicains, demain, peuvent faire en sorte de protéger ces traditions-là au Parlement? Mais c'est pas seulement demain, c'est déjà hier, on a commencé Ouais. cette bataille depuis des années maintenant. On s'est battu pour défendre les chasses traditionnelles, on a toujours été, été la voix de ceux qui portent ces coutumes qu'on veut préserver, qui sont d'ailleurs en réalité très loin d'être responsables de la dégradation de l'environnement et de la biodiversité qu'on connaît aujourd'hui. C'est la même chose avec des pratiques de pêche. Moi j'étais pendant les 5 dernières années en commission de la pêche, donc c'est une filière que j'ai suivie d'encore plus près que la chasse. Mais je vois par exemple aujourd'hui la pêche civelière en très grande difficulté parce que les anguilles se raréfient dans nos estuaires. C'est lié d'abord à des pollutions, à des éléments qui doivent être travaillés en amont sur la manière de rectifier les impacts de nos activités industrielles sur leur environnement. Puis c'est lié aussi pour une part à du braconnage organisé par des filières internationales. Je pense notamment à l'Asie qui vient Ouais. aujourd'hui prélever chez nous des produits qui sont extrêmement recherchés. Nos pêcheurs qui pratiquent cette pêche traditionnelle de manière artisanale ne sont évidemment pas responsables de la dégradation des stocks. Et au contraire, ils sont les lanceurs d'alerte d'une Parce qu'ils sont situation. présents sur les territoires et parce qu'ils le Exactement, voient. parce qu'ils les connaissent ces territoires, parce qu'ils les comprennent, parce ils les vivent, ils les protègent. Et donc je crois que si on détruisait ces chasses traditionnelles ou ces activités de pêche traditionnelles, en fait on détruirait non pas le problème, mais le capteur du problème. Et on se rendrait aveugle sur la réalité de situations qui peuvent être parfois préoccupantes. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des vrais courants antispécistes. La chasse est attaquée, les mangeurs de viande sont attaqués, les agriculteurs sont attaqués. C'est quoi votre position, votre vision par rapport à vous en tant que, en plus, professeur de philosophie, votre position par rapport à ces courants? Est-ce que vous pensez qu'ils vont perdurer dans le temps ou est-ce qu'à un moment donné, les choses devraient reprendre leur place selon vous? Non, oui, c'est ce que je vous disais. Moi, je crois qu'on est au début d'une vraie lame de fond et il faut se préparer Ouais. à y répondre, à travailler sur le plan des idées et puis sur le plan de la pratique. C'est une question de pratique parce qu'en fait, d'où vient cette idée? Elle vient d'abord de la rupture entre les hommes et la nature. Aujourd'hui, on est devenus citadins, on est devenus des urbains. C'est un phénomène nouveau dans l'histoire de l'humanité. À l'échelle de l'histoire de l'humain, c'est vraiment la première fois que la majorité de la population mondiale, et en particulier dans nos pays développés, dans nos pays européens, se concentre dans des villes et donc se coupe de la nature. Ouais. Combien d'enfants dans nos écoles n'ont jamais vu de leur vie les animaux qu'ils consomment Ouais. et s'en font du coup une représentation totalement fantasmée, se font une idée de la nature qui serait d'une certaine manière édénique, irénique. Voilà. La nature, c'est, je le disais, c'est la vie, mais c'est aussi un rapport à la mort. Et moi, mon sentiment, c'est que la meilleure réponse à l'antispécisme, c'est de reconquérir notre rapport à l'animal. L'animal, et il faut regarder en face la réalité des choses, on a certainement fait des erreurs de ce point de vue, l'animal, ce n'est pas un matériau brut, ce n'est pas un matériau industriel, Ouais. ce n'est pas un produit de fabrication. L'animal, c'est un être vivant. Mais l'animal, en même temps, si nous sentons un devoir envers lui, si l'animal, de ce point de vue-là, a pour nous des droits, parce qu'on ne peut pas maltraiter gratuitement un Bien sûr, animal pour le plaisir, bien sûr. eh bien c'est d'abord parce que nous sommes capables de lui reconnaître des droits. Et c'est la singularité de l'espèce humaine que de regarder le vivant avec ce sens de la responsabilité. En ce sens, la chasse, la pêche, ou alors une activité extrêmement contestée comme la corrida, Ouais. ce sont des activités qui permettent de retrouver le sens de ce respect de l'animal, qui est d'abord une propriété C'est un mot humaine. très fort en tout cas, de dire que justement la chasse permet ce respect par la connaissance justement. Bien sûr, le chasseur, le pêcheur, ils essayent de deviner l'animal, de le connaître, de le comprendre, et ils savent en même temps que l'animal est imprévisible, mystérieux, énigmatique. Ils sont devant ce mystère-là et ils le contemplent. Et je pense qu'en réalité, ce sens du rapport au vivant sauve notre société industrielle et technique d'une forme de désincarnation Ouais. qui pourrait nous faire perdre justement non seulement le sens de ce qu'est l'animal, mais aussi le sens de ce que nous sommes, le sens de ce qu'est l'homme. C'est
il y a un texte de Derrida assez amusant dans lequel Derrida parle de ce rapport à l'animal et dit, en fait, c'est en pensant l'animal qu'on se découvre nous-mêmes. Et je crois qu'aujourd'hui, faute de réussir à comprendre ce que c'est que l'animal, on vient aussi par là à perdre le sens de l'humain. Au-delà du point de vue philosophique, vous, à titre personnel, la chasse, est-ce que Oui, c'est un pardon, je suis univers... désolé, je tire les choses. Non, et c'est bien normal. Au-delà du point de vue philosophique, à titre personnel, vous, la chasse, c'est un univers que vous connaissez. Est-ce que vous avez déjà participé à une chasse? Est-ce que vous côtoyez des chasseurs? C'est quoi? Je côtoie beaucoup de chasseurs. Je ne suis pas chasseur moi-même. Ouais, Je côtoie beaucoup de chasseurs et d'ailleurs dans mon équipe parce que ouais. la numéro 2 de ma liste, Céline Imard, est agricultrice dans le Tarn. Elle est justement au cœur de cette vie de la ruralité Oui. et des épreuves qu'elle Elle, traverse. elle chasse, elle, à titre personnel ou pas? Elle chasse, bien sûr. D'accord. Et mon numéro 3, le numéro 3 de notre liste, c'est Christophe Gomard, qui était ancien patron des forces spéciales françaises, qui est également chasseur. Ouais. Le président des Républicains, Eric Ciotti, est un grand chasseur. Donc Chasseur. je suis entouré de C'est chasseurs. ça. Et puis Moi, vous avez fait venir Frédéric News également. exactement, Frédéric Sur New, le- c'est une grande chance de l'avoir sur notre liste, Ouais, qui est l'ancien président de Chasse-Pêche Nature et Tradition. bien sûr. Moi, je suis pas chasseur. Moi, j'ai grandi dans un milieu rural. Mes grands-parents étaient dans le Berry et m'ont appris à pêcher. Donc, c'est Ok. plutôt C'était la l'activité dans pêche. laquelle Ouais. j'ai eu l'occasion de découvrir cette ambiance, cette atmosphère, les pêches d'étang le soir, tard, les, les- 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 les réveils à l'aube Ouais. pour aller au bon moment essayer de trouver le poisson. Et ça a été pour moi aussi une manière de s'éveiller à cette beauté du vivant. Ouais. Et je me suis engagé en commission de la pêche pendant ce mandat. Je vois à quel point ces activités sont attaquées aujourd'hui. On a mené un combat, par exemple, pour sortir de la philosophie, un combat extrêmement concret pour défendre l'utilisation de la grenaille, du plomb, Ouais. parce que la Commission européenne voulait, au motif qu'il faut protéger les zones humides, elle voulait interdire Tout à fait. ce qui constitue en fait le matériau indispensable. Ce qui est en cours, et qui est une vraie problématique aussi, parce qu'il y a une problématique létale dans tout ça. Parce que finalement, aujourd'hui, on se rend compte que les substituts au plomb sont moins létaux que le plomb. Donc ça veut dire que c'est très bien du point de vue de l'écologie potentiellement, et quoi qu'encore. Et derrière, en fait, vous avez utilisé des matériaux qui ont potentiellement blessé des animaux. Donc, par dogmatisme, un peu, finalement, c'est un peu le poisson qui se mord la queue. Oui, en fait, on voit bien ce qu'il y a derrière. La vérité, là encore, de la crise environnementale, elle n'est pas liée à l'impact De la chasse ces ou de la munitions. pêche. Voilà, le vrai sujet en réalité, c'est de faire en sorte de s'attaquer aux causes massives de C'est la ça. crise écologique. Et, et là, on voit bien qu'en fait, il s'agit seulement par un moyen détourné, parce que la Commission n'a pas de compétences sur le sujet de la chasse en particulier. Et donc, elle cherche un moyen détourné où des gens dans les institutions cherchent des moyens d'interdire une activité qu'ils considèrent comme étant insupportable. La vérité, c'est que ces activités sont fondamentales pour la biodiversité. Et ça, on ne le dit pas assez, mais par dogmatisme, là encore, on a aujourd'hui des situations d'effondrement de la biodiversité dans certains domaines très spécifiques à cause de l'interdiction de la chasse en particulier. Bien sûr, bien sûr. Je pense au loup, par exemple. Là, c'est là qu'on voit quand même l'aberration absolue. Apparemment, Une écologie depuis totalement hier, idéologique. les densités de loups auraient baissé, mais globalement, c'est pas ce qui se voit sur le terrain. C'est vrai qu'il y a une vraie problématique et il y a des échanges qui sont très problématiques entre, d'un côté, les agriculteurs, de l'autre, les associations de protection des animaux. Et c'est vrai que là, il y a un vrai enjeu. Vous, votre position par rapport aux loups, par rapport aux agriculteurs qui subissent de plein fouet les attaques de loups, c'est quoi? D'abord, ils vivent une vraie tragédie, hein. Moi, je voudrais dire à quel point aujourd'hui, sans doute un des moments qui m'aura le plus marqué dans ce mandat, c'est d'aller visiter des éleveurs dans les Alpes de Haute-Provence qui me racontaient ce qu'ils vivent. Il faut se rendre compte que pour un éleveur, c'est un stress de chaque instant, c'est une angoisse immense, qui n'est pas d'abord, pas seulement une angoisse économique, c'est que vous faites grandir des bêtes, vous en prenez soin, vous les élevez, vous les protégez, et vous savez qu'elles peuvent être menacées à n'importe quel moment par une attaque à laquelle il est impossible de répondre, ou presque impossible. Moi, je vois des éleveurs qui dorment dans leur bagnole la nuit parce qu'ils savent que le loup est pas loin et en fait, ils dorment plus, en fait, ils vivent plus. Et donc, cette situation terrible, il faut y mettre fin. Et je vois l'aberration, là encore, de cette vision totalement dogmatique de l'écologie.
qui consiste à réintroduire un prédateur Ouais. qui lui-même n'a pas de prédateur. C'est Et ça. donc, quelle est la conséquence? C'est qu'il prolifère et du coup évidemment il s'attaque à des brebis, mais pas seulement à des Non, brebis. non, bien sûr. Il s'attaque, on avait réintroduit les marmottes par exemple. Les marmottes aujourd'hui elles sont en train d'être les victimes de cette Il s'attaque à plat. prolifération du loup. Il y a eu beaucoup de réintroductions de chamois, il y a eu beaucoup de réintroductions de bouquetins, etc. Le loup s'en attaque aussi. Bien Et sûr. là, bizarrement, les écolos ne disent rien. On n'entend plus Hein. personne. Ah non, mais Alors, c'est incroyable. ça, c'est. Un autre exemple qui est moins connu peut-être, mais qui moi me marque beaucoup justement parce que je suis plutôt pêcheur que chasseur, Ouais. c'est le sujet du cormoran, qui est encore plus marquant. Parce que là, le cormoran, pour le coup, il est toujours dans la directive Habitat, Ouais, il est toujours ouais, sous protection. En réalité, il a proliféré comme jamais. On est Et d'accord par qu'il pure faudrait le faire opportunité. sortir. Mais évidemment, C'est évident. c'est une urgence. Ouais. Je le demande depuis des années. C'est une folie. Le cormoran, par pure opportunité, comme lui non plus n'a pas de prédateur, il s'est sédentarisé. Avant, c'était un oiseau migrateur. Maintenant, il ne vit plus que sur les terres. Évidemment, il y a son garde-manger. Et vous avez aujourd'hui, dans les étangs de la Brenne, des espèces de poissons protégés qui disparaissent à toute vitesse parce que le cormoran les détruit. Et qu'est-ce qui se passe quand des pisciculteurs qui essayent courageusement de résister font le travail de tenter au moins d'effaroucher le cormoran? Ils sont sous surveillance d'ONG environnementales qui viennent sur leurs exploitations pour les espionner à la jumelle, il n'y a pas d'autre mot, les dénoncer à chaque fois qu'ils voient un comportement qu'ils considèrent eux comme suspect. Donc vous avez aujourd'hui des associations environnementales qui protègent des prédateurs qui détruisent la biodiversité. C'est ça. C'est évidemment une folie. Alors, il y a une petite frustration de la part des chasseurs sur le président du Sénat, Gérard Larcher, qui est un chasseur, qui le revendique, mais pour autant qui ne se manifeste pas beaucoup, là typiquement sur les problématiques de chasse traditionnelle. Alors vous ne pourrez pas forcément répondre à sa place, mais il est un peu frustrant que des personnes comme Éric Ciotti ou comme lui, qui sont chasseurs, qui le prônent, qui le disent, ne se motivent pas, ne se bougent pas plus publiquement dans ce genre de défense. C'est quoi votre réaction par rapport à ça, votre point de Alors vue? je ne sais pas si vous pourrez trouver un jour un président du Sénat qui assume plus fortement Qui chasse. d'être Oui, ça, chasseur, c'est d'aimer la sûr. chasse et de défendre la chasse. Ouais. Et je ne sais pas ce qui motive cette frustration, il faudra lui poser la question en effet. Mais moi ce que je sais, c'est que Gérard Larcher et Éric Ciotti ont d'ailleurs signé un texte ensemble sur ce sujet, défendent la chasse et défendent les chasses traditionnelles. Et vous savez, pour apaiser toutes les incompréhensions possibles, Ouais. je voudrais simplement vous porter ce témoignage que les chasseurs sont attaqués, vous le savez, vous le vivez, Bien sûr. mais nous aussi, on est attaqués. Moi, je ne suis pas chasseur, et pourtant, qu'est-ce qu'on a pris au cours des dernières années? Parce que quand on a défendu la chasse, et on l'a fait, Ouais. je vous parlais de cette situation du Ouais. plomb, il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on a défendu la chasse, on est confronté en permanence à des amendements qui viennent des écologistes, qui viennent de la gauche pour faire interdire des chasses traditionnelles, pour mettre la suspicion et la défiance sur les chasseurs et les pêcheurs. À chaque fois qu'on se bat pour défendre ces activités, on a droit à... Le lobbying des associations environnementales, il est extrêmement puissant, il est très organisé, et à chaque fois qu'on va dans la direction de cette défense de nos traditions, on a droit vraiment à des attaques d'une très très grande violence. Donc il faut aussi quand même que tout le monde ait conscience que dans ce débat, on est, je pense, engagé pour défendre politiquement ce qui compte pour nous, ces traditions qu'on veut transmettre. Il faut que tout le monde comprenne que ça a aussi un coût politique pour nous. On l'assume sans aucun problème. C'est le On fait de l'assumera avec défendre la courage. chasse aujourd'hui fait que vous êtes attaqué Voilà. à la fois par les autres forces politiques et à la fois potentiellement par les médias. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Par certains médias, en tous les cas, ça c'est sûr. Et puis aussi, encore une fois, je le redis, par toute une organisation C'est ça. dans la société qui fait que moi j'étais en commission de la pêche, voilà, là encore je suis attaqué de manière très dure par une ONG environnementale. À chaque fois, vous recevez des centaines de messages d'insultes sur les réseaux sociaux, par mail. Enfin, il y a vraiment aujourd'hui un activisme que les chasseurs connaissent très bien, Bien sûr. parce qu'ils le voient sur le terrain. Mais cet activisme, il ne se déroule pas seulement pour venir surveiller les chasses à courre ou les activités de chasse ou de pêche. Et puis Il a lieu aussi. ils se sont organisés, ils se sont professionnalisés aujourd'hui pour essayer de mettre vraiment en difficulté ces secteurs-là, celui de la chasse, celui de la pêche et celui de la corrida.
Une dernière question, on est à un petit peu moins de 3 ans des élections présidentielles. Aujourd'hui, vous êtes crédité à peu près de 8-9%, Marion Maréchal de peu près 7%, Jordan Bardella un petit peu plus de 30% à l'instant T. Est-ce que selon vous, il serait possible un jour qu'une union des droites se mette en place avec Jordan Bardella, avec Marion Maréchal et avec vous? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être possible ou pas du tout? Moi, ma conviction profonde, c'est que pour que ce pays se relève, il faudra réunir tous les électeurs de droite. Et ma conviction profonde, c'est que cette union de la droite doit se faire au sein du parti qui a la mission historique de les représenter. Ce parti, il a pu décevoir, il a pu manquer parfois à sa responsabilité, j'ai aucun problème pour l'assumer, mais si on ne reconstruit pas cette formation politique pour qu'elle redevienne la maison de tous les électeurs de droite dans ce pays, et ils sont majoritaires, alors dans ce cas-là, on poursuivra dans la voie du déclin. Et au fond, l'équation que vous évoquez, elle est symptomatique de la difficulté actuelle. Moi, j'entends Marion Maréchal et les figures de Reconquête parler de l'union des droites, mais en réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait à part créer une division supplémentaire? Vous voyez, moi, j'ai pas de sectarisme. Quand Éric Zemmour a voulu se présenter à la présidentielle, je lui avais donné ma signature parce qu'il avait du mal à se qualifier pour être candidat. Je crois à la démocratie, je crois à la liberté, mais je regrette profondément, malgré tout, qu'on soit arrivé finalement à cette situation de fracturation aggravée. Moi aussi, je pourrais créer mon parti demain dans ce cas-là. Vous voyez, on n'est jamais évidemment totalement d'accord avec tous les gens qui constituent un parti. Et je suis sûr que les gens qui peut-être pensent voter pour Reconquête en se disant c'est les purs, c'est les vrais. En réalité, si vous regardez un peu, vous avez même dans cette liste, moi, il y a des gens que j'estime dans tous les partis politiques, il y a aussi des gens que je n'estime pas spécialement. Vous avez des gens qui sont des professionnels de la trahison et du reniement et qui ont pour particularité d'avoir renié tous les gens avec qui ils ont travaillé un jour. Donc voilà, je ne dis pas qu'il y ait un parti parfait, le nôtre ne l'est pas non plus, mais c'est ce parti-là qui a depuis toujours la mission de représenter l'électorat de droite. Et c'est dans ce parti-là que le renouvellement se fera. Quant au Rassemblement national, le problème c'est qu'en fait, il refuse de se dire de droite. Vous avez la Macronie qui a dit en même temps de droite et de gauche, et maintenant on a le RN qui dit ni de droite ni de gauche. Je ne crois pas qu'on se sortira de la crise que le pays traverse avec des ambiguïtés. Et sur les sujets qu'on évoquait à l'instant, je suis désolé, mais il y a trop d'ambiguïtés. Parce que le Rassemblement national dit on défend la ruralité, mais quand il s'agit de la chasse, on parlait d'antispécisme, vous avez quand même un courant pour le coup profondément antispéciste, animaliste, au sein du Rassemblement national. Et moi je suis inquiet de voir qu'aujourd'hui, vous savez, je le disais tout à l'heure, pour défendre ces traditions, il va falloir du courage. Je ne suis pas absolument certain que tout le monde ait cette volonté aujourd'hui au sein du Rassemblement national. Donc les vrais défenseurs de la ruralité, ceux qui d'ailleurs, ce n'est pas du tout pour rien, ont en France le plus grand nombre d'élus locaux, d'élus de terrain qui représentent nos communes, qui représentent nos départements, qui ont les pieds sur terre et qui connaissent la vie quotidienne des Français et qui travaillent pour eux et avec eux, eh bien c'est cette famille politique que je défend aujourd'hui et qui a besoin, en partant de cette expérience de terrain, de reconstruire demain une proposition nationale qui rende un espoir au pays. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.